Voilà, bonjour Jean-Christophe Combadélis, bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes à la fois sur Radio Classique et donc sur Public Sénat. Est-ce que vous considérez ce matin que cette affaire des 75% abondamment commentée constitue une sorte de renoncement politique? Renoncement politique, non. Ajustement politique, oui. Renoncement politique, non, dans le sens où le président de la République continue à essayer de trouver l'équilibre entre la justice et la possibilité de donner les moyens de la croissance. Donc il ajuste au fur et à Les mesure. Nice et la finance, les déclarations du 27 février, les 75%. C'était pas le même moment. Mélenchon hurlant, mais en même temps reculant dans les sondages. Vous allez le réarmer, Mélenchon, ce matin. Non, mais c'est pas le sujet. Je crois que le sujet, c'est le redressement de la France. Et pour redresser la France, il faut s'ajuster aux éléments qui permettent de le faire en fonction de la conjoncture. Donc une campagne électorale en France est une plaisanterie. Changer la vie avec Mitterrand, ça on l'a jamais changé. La fracture sociale avec Chirac, elle n'a pas été réduite. Et les 75%, on a raconté ça pour faire baisser Mélenchon, mais en fait ça ne... Non mais je caricature un peu. Un peu, parce que vous pouvez quand même pas dire que toute la campagne de François Hollande se soit articulée autour de cette question. Ça a été, même pas dans le programme du Parti Socialiste d'ailleurs, c'est une proposition qu'il avait faite lors d'une émission à un moment déterminant d'ailleurs de la campagne. Est-ce que, Sonia Mabrouk. avec ce symbole qui tombe, c'est quand même le retour de la social-démocratie et vous l'applaudissez peut-être? On a toujours été dans la social-démocratie. Vous savez, François Hollande est un social-démocrate dans l'âme. Il a été un des premiers d'ailleurs à avancer dans ce sens avec son club témoin, qui était un club de l'Euriste. Mais je crois que c'est toute la méthode de François Hollande. C'est à la fois une détermination sur le but, c'est-à-dire de redresser la France et retrouver les chemins de la croissance, de la sortie de crise, et en même temps un certain pragmatisme pour faire avancer les choses. Donc vous considérez finalement sur cette affaire-là, parce que pardonnez-moi d'insister avec Sonia, mais c'est vrai qu'on va abondamment parler de cette affaire, parce que ça a été un des grands symboles de la campagne, qu'au fond il a fait preuve de réalisme, et c'est tout à fait normal qu'il y ait à la fois un Hollande candidat, puis un Hollande président qui soit différent. Mais vous savez, il ne faut pas s'enfermer à un moment donné dans les schémas, il faut sortir de la crise. Donc il y a... Mais on va dire qu'il a cédé face au patronat. Non, pas céder face au patronat. Vous allez voir que ce qui sera proposé du point de vue de la réforme fiscale permettra encore et toujours d'avancer dans la justice. Est-ce que vous êtes ce matin le futur premier secrétaire du Parti Socialiste? Décision, la limite c'est le 12 septembre. Il paraît même qu'il faut vous féliciter déjà, Jean-Christophe Cambadélis. Non, vous savez, au Parti Socialiste, il vaut mieux pas faire de pronostics. Les choses sont toujours compliquées. Mais disons que j'ai confiance. Ce matin, chez nos confrères RTL, Manuel Valls, lui, a annoncé son choix. Il est plutôt favorable à Harlem Désir. Alors, est-ce que vous considérez que tout ça va donner lieu à quelque chose qui est déjà pas mal critiqué, c'est-à-dire une révolution de couloir pour accéder quand même à la tête d'un parti de gauche qui se voudrait officiellement démocratique? Mais vous savez qu'il y aura un vote. Là, il y a une certaine confusion, parce que c'est la désignation du premier signataire de la motion la plus importante. Donc qui donne bien sûr beaucoup de chances d'être premier secrétaire. Mais il y aura un vote et il y aura d'autres candidats que moi ou Harlem Désir au poste de premier secrétaire. Ce matin, rien n'est fait. Ce matin, rien n'est fait, tout est ouvert, mais il y a deux compétiteurs qui sont en situation de l'emporter. Et Sonia, pardon, je vais vous donner la parole juste après, mais l'idée que Martine Aubry finalement serait dans cette affaire-là, non pas la faiseuse de roi, mais la faiseuse de premier secrétaire, et qu'au fond, c'est elle et elle seule qui va décider? Non, elle a choisi une démarche que je trouve juste, et qu'elle a décidé de faire le tour de l'ensemble des dirigeants du Parti Socialiste, des cadres, à tous les niveaux. Alors il y a ceux qui s'exprime comme Manuel Valls. Il a le droit d'avoir son choix, mais je crois qu'il devrait se concentrer sur son activité ministérielle plutôt que donner l'impression de s'intéresser principalement au Parti Socialiste. Ceci étant dit, chacun lui explique quel est son choix, et puis après elle fera sa synthèse. Et moi je souhaite que ça soit une synthèse. Comment vous éviterez Sonia. que le Parti Socialiste soit un parti godillot? Comment vous éviterez d'être des soldats de plomb? Bien, en étant capable à la fois d'anticiper et de proposer. Sur quel sujet Eh concrètement? bien, sur toute une série de sujets. J'ai écrit dans Le Monde il y a de cela quelques jours que je proposerais des grandes conventions
sur des sujets importants comme la modernisation du rapport des socialistes à l'entreprise, parce que je crois que c'est nécessaire aujourd'hui, bien sûr, ou la nécessité de revivifier la République dans le moment présent, avec la question de la laïcité. On a parlé de la morale laïque, ou beaucoup de choses de ce sens, ou encore traiter de sujets comme le vieillissement, les questions sanitaires et sociales. La différence entre un PS avec à sa tête Jean-Christophe Cambadélis et un PS avec à sa tête Harlem Désir, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. C'est une expérience. Un slogan, ça serait quoi? C'est une expérience de la gauche plurielle, puisque j'en ai été un des animateurs. C'est, je crois, une capacité à répondre à nos adversaires et mener le combat. C'est aussi, faut être clair, au sein du Parti socialiste, quelqu'un qui a un certain poids, y compris vis-à-vis de certains ministres. Est-ce que vous craignez, par exemple, je reviens à la question de tout à l'heure que nous vous soumettions avec Sonia, est-ce que vous craignez quand même que cette affaire avec 75% ne réarme Mélenchon? Non. Parce qu'on l'a vu quand même assez, je dis pas agité, mais assez nerveux. Oui, il a fait et assez offensif quand même. Et c'est lui qui a installé, dès le mois d'août, l'idée que le gouvernement ne ferait rien. Ou que c'était les social traîtres. Ou que c'était des social traîtres. Mais ça fait partie je dirais, de la logique qui vise à affaiblir le Parti socialiste. Mais pourquoi vous ne le craignez pas? Parce qu'en fait, il y a quand même l'hypothèse de la rue. Besancenot, lui aussi, est très critique. Il y a l'affaire du traité européen où on se demande quelle va être l'attitude d'une partie de l'aile gauche du Parti socialiste et des Verts. Donc il y a quand même tout un front qui pourrait se mettre en branle. Oui, c'est évident, mais je crois que l'opinion comprend que le gouvernement travaille sérieusement au changement tous les jours et jusqu'au dernier jour. Donc il n'y a pas, aujourd'hui, vous n'avez pas de mouvement contre le gouvernement. Vous avez une interrogation sur la crise, et à partir de cette interrogation sur la crise, sur sa puissance, etc., on se demande si le gouvernement pourra faire quelque chose. C'est pas du tout pareil. Moi, je n'entends pas sur les marchés, dans les discussions, le fait que on nous dise dégage. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Je crois que ceux qui sont sur cette posture sont un peu... Justement, que répondez-vous ce matin à François Fillon dans une interview au Figaro qui dit clairement à François Hollande: devenez chef de l'État? Bon, écoutez, je dirais que c'est un peu freudien, parce que c'est ce qu'il aurait souhaité être. Donc ça lui vient comme cela. Je crois que François Hollande est pleinement chef de l'État, un chef d'État moderne, qui est capable de se fixer des objectifs et qui a le pragmatisme pour y arriver. Mais vous les trouvez injustifiés, ces critiques, en inertie, en indolence, en tendance à la procrastination? Tout à fait. Parce Il n'y a que pas un fond de vérité. si on mettait bout à bout tout ce qui a été fait, tant sur le plan moral, éthique, que sur le plan politique, que sur le plan économique, depuis que François Hollande est en place, avec une situation quand même où nous avons tous, je dis bien tous, sous-estimé la facture Sarkozy, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est installé un espèce de Hollande bashing où tout le monde tape et veut quelque chose. Mais il n'y a pas de clé magique. Quelle serait la mesure qui satisferait l'ensemble de la presse aujourd'hui ou des décideurs? Ça n'existe pas. C'est un processus long, constant, déterminé, pour redresser la France par la justice. Est-ce que vous considérez que si vous êtes premier secrétaire du PS, la manière dont vous serez désigné, même s'il y a une élection, est une sorte de handicap? Parce qu'il y a beaucoup de critiques, je lisais ce matin dans Libération avec Sonia, Gaëtan Gors par exemple, sénateur socialiste, dit que tout ça n'est pas sérieux, que c'est une sorte de verrouillage scandaleux. Est-ce que c'est un handicap de démarrer comme ça, si c'est le cas, c'est-à-dire si vous le devenez? Mais dans quelques jours, les choses s'éclairciront. Pourquoi? Parce qu'il y aura un premier signataire de la motion, et puis il y aura la motion de Gaëtan Gors, et puis il y aura la motion, je ne sais pas, Marie-Noëlle Lienemann ou quelqu'un d'autre. Donc vous aurez 3 compétiteurs. Ce sera très simple. Là, aujourd'hui, on est dans la désignation ou la mise en place du premier signataire de la motion qui sera majoritaire vraisemblablement. Donc, mais ça, on n'a jamais voté dans les motions. Au Parti socialiste, on vote pour désigner
le candidat et on vote pour développer l'orientation. Donc si c'est vous, vous estimez que vous aurez toute la légitimité nécessaire pour mener votre action, même si c'est Martine Aubry qui vous donnera l'onction suprême. C'est pas Martine Aubry qui me le donnera. C'est un trio alors peut-être. Non, plus que ça. C'est qu'il y aura eu dans le Parti socialiste un certain nombre de personnalités, de militants et de responsables qui ont estimé que j'étais en capacité de faire le job pour les années à venir. Voilà. Donc après, il faudra à moi, si je suis désigné, de faire en sorte que ma motion soit majoritaire, très largement majoritaire, et que je sois élu après face à d'autres compétiteurs. Vous êtes comme nous, vous lisez les réseaux sociaux, alors ils ne sont pas désagréables à votre égard et à l'égard d'Harlem Désir, mais ils ironisent sur l'idée que finalement, il y a eu, je fais de la télévision à la radio, mais nous sommes aussi sur Public Sénat, François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, et puis maintenant le choix, ce serait entre Désir et Cambadélis. Eh bien, c'est un très bon choix, non? J'ai pas dit non, mais le sous-entendu de tout ça, c'est de dire on descend de 3 étages. C'est ce qu'on disait quand, moi je m'en souviens, j'étais son numéro 2 à l'époque, c'est ce qu'on disait de François Hollande quand il s'est installé après Lionel Jospin qui était devenu Premier ministre. Il ne faut pas préjuger, on peut juger après, mais il faut voir dans quelques mois ou dans quelques années ce qui aura été fait. Et je crois que bon, en tous les cas, je peux relever le gant. Quand on regarde Sonia. cette liste, Guillaume Durand, il y avait Mitterrand, il y avait Jospin, il y avait Aubry et Hollande, premier secrétaire. Ils ont tous eu ou ont des ambitions élyséennes. Non, là, non, je pense pas. D'abord, c'est fini. C'est fini, Faut être clair. le temps d'avant. L'objectif Le du premier premier secrétaire, quel qu'il soit, c'est d'abord que la gauche réussisse, et puis de faire en sorte que nous ayons la réélection de François Hollande. Donc, personne ne peut prétendre au Parti socialiste pouvoir challenger François Hollande. Nous sommes rentrés dans un nouveau cycle. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes amis. Nous sommes dans un nouveau cycle, donc il faut un nouveau brassage, et nous sommes tous hollandais. Jean-Christophe Cambadélis, dernier point qui est important, parce que vous avez une grande expérience politique, vous connaissez l'histoire de la gauche. En 81, on a attendu 2 ans pour le tournant de la rigueur. Est-ce que ce matin, ce que nous vivons, tous les trois et tous ceux qui nous écoutent, c'est le tournant de la rigueur, version Hollande avec l'affaire du 75%, 5 mois après? Non, mais on essaye de se sortir de l'austérité. C'est une toute autre situation. Parce qu'il y a une intervention quand même dimanche soir à la télévision, et tout le monde se souvient de Mourouzi accompagnant Mitterrand pour expliquer d'une manière câblée aux Français le tournant de la rigueur. C'est peut-être ce qui va se passer avec Claire Chazal dimanche soir. Non, je pense pas, parce que on voit bien que le travail de François Hollande se mène sur plusieurs plans. Hier, les décisions de M. Draghi de la BCE sont des décisions historiques, très importantes, parce que enfin, Le rachat de la dette. là, on va pouvoir racheter une partie de la dette. C'est ce que nous demandions depuis longtemps. Donc, à partir du moment où ce front-là est stabilisé, on va pouvoir petit à petit relancer la machine France. Donc ce n'est pas le tournant de la rigueur ce matin. Non. Merci Sonia. Merci On se retrouve à vous. évidemment la semaine prochaine. Jean-Christophe Cambadélis, merci d'avoir fait votre rentrée politique sur notre antenne. Bonne journée à vous. Vous Je crois aussi. que les jours qui vont intervenir seront importants justement pour l'avenir du Parti socialiste. Dans un instant, le rappel des titres et puis la chronique de Challenge consacrée à Mark Zuckerberg en grande difficulté avec Facebook.